Ça fait peur. Pour bien comprendre ma fascination pour les écrans, il faut remonter à 2008. Alors cette année-là, pendant l'été, j'ai effectué mon premier stage en tant que développeur à Cambridge, au Royaume-Uni. Je m'en souviens très bien, parce qu'en fait, c'était la première fois que je travaillais avec un double écran. Je vous ai retrouvé une petite image d'archive de mon vieux smartphone. À l'époque, je faisais des photos verticales, désolé. Donc je bossais sur une appli web, j'avais Eclipse en bas, le navigateur en haut, finalement un setup assez classique que j'utilise encore aujourd'hui. Et en fait, bosser avec deux écrans, c'était un peu comme un rêve à l'époque. J'avais l'impression d'être dans les films américains, avec tous ces trucs-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y a un film américain qui est sorti et qui a envoyé du rêve au niveau multi-écran. C'est The Dark Knight. Qui ne l'a pas vu, quoi. Cool, on va pouvoir spoiler. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais à la fin, il y a une scène avec Fox, donc Morgan Freeman, qui utilise un système qui a l'air trop cool. Alors qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une centaine d'écrans qui fonctionnent ensemble pour aider un utilisateur à réaliser une tâche particulière. Moi, je trouve ça super intéressant, en fait. Bon, après, c'était un système de surveillance massive utilisant les smartphones des gens comme sonar pour retrouver le Joker en moins de 2. C'est complètement flippant, mais ça ne va jamais arriver dans la vraie vie. C'est qu'un film. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez OpenDevise et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du web multi-écran. Et en fait, j'ai envie de revenir sur le pourquoi on pourrait avoir envie de faire des applications qui fonctionnent sur plusieurs écrans en même temps. Alors, moi, quand je suis revenu en France et que j'ai commencé mon premier job, après mon stage, je m'étais acheté mon propre écran avec l'argent de mon stage. Du coup, j'étais habitué à bosser avec deux écrans chez moi. Et c'est vrai que du coup, dans mon premier job, je suis allé voir mon boss et je fais « Chef, il me faut un deuxième écran ». Je vous épargne les détails de la négociation, mais en gros, il voulait des preuves de productivité. Il m'a dit « Ouais, mais est-ce que ça va vraiment te servir ?» Du coup, je me suis intéressé à l'ergonomie. Je suis tombé sur plusieurs études, pas toujours très récentes. Dans leurs résultats, on a des gains de productivité constatés qui varient beaucoup. Mais en général, ils sont à peu près tous d'accord sur un point, c'est la taille qui compte. Comme je n'ai pas trop envie que vous sortiez mes propos de leur contexte sur Twitter, j'ai préparé, je vais reformuler, on va dire. Une grande surface d'affichage, c'est un outil de productivité et, de créativité. Alors, retenez bien ça parce que c'est ce qui est le plus important. En attendant, on va se faire une petite distraction. Et en fait, c'est justement ce qui embêtait mon chef, les distractions. Il me dit « Ouais, mais du coup, si tu as un deuxième écran, tu vas être moins productif parce que tu vas avoir des distractions. Alors, on a déjà les balles en mousse qui volent partout, on a toujours le collègue qui a la dernière vidéo YouTube, etc. » Et donc, il me dit « Je suis pas sûr qu'un deuxième écran va t'aider. » Et c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Spoiler, oui, si vous mettez Facebook, Twitter et compagnie sur un deuxième écran, vous allez être moins productif. Il n'y a pas besoin d'un bac plus 17 pour savoir ça. Je suis un peu piquant, mais il y a plein d'articles qui sortent sur le sujet et qui ne sont pas toujours bien tournés, en tout cas de ma propre opinion. Il y en a un qui est sorti très récemment, que j'ai trouvé via Hacker News. Ça commence plutôt bien. Le titre, c'est pas pourquoi il ne faut pas utiliser deux écrans, c'est pourquoi j'ai arrêté d'utiliser plusieurs écrans. Donc c'est personnel, on est dans de la bonne communication. Donc je lis un petit peu, il dit plusieurs de ces études ont été commanditées par des fabricants d'écrans comme Dell ou NEC. C'est pas faux. Et ça, c'est vrai que du coup, ça biaise toujours un peu les résultats. Et ensuite, il explique
que les êtres humains peuvent se focaliser que sur une seule chose à la fois. Et là, je suis complètement d'accord. Les seules choses qu'on arrive à faire en même temps, finalement, c'est des choses qui sont automatisées. Il n'y a qu'une seule des actions qu'on est en train de faire en même temps qui est vraiment consciente. Si je suis dans la rue, je marche, je respire, je mange un sandwich, par exemple. Je peux faire tout ça en même temps parce que j'ai appris à respirer sans m'étouffer, j'ai appris à mâcher, et je peux finalement même écrire un tweet en même temps. Par contre, si je croque sur un truc qui ne va pas dans le sandwich, mon attention va complètement revenir dessus, genre merde, il y a un piment et tout, et je vais arrêter de marcher, je vais potentiellement faire tomber mon smartphone, etc. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut rester concentré que sur une seule chose à la fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a forcément besoin d'un seul écran, en tout cas c'est mon opinion. Et le problème dans l'article, c'est qu'ensuite, on arrive sur « oui, mais alors moi, parfois, je bosse un peu partout, à la plage, il met des belles photos, et du coup, je veux avoir le même environnement partout. Donc même quand je suis chez moi, je veux un seul écran. » Et là, on arrive sur le summum de la Silicon Valley. Je veux dire, l'article est vraiment intéressant, mais j'arrive pas à considérer un mec crédible qui code en marchant sur un tapis roulant. Je suis désolé, j'y arrive pas. Alors après, moi aussi, je peux troller un petit peu. Finalement, la manière dont je vois mes deux écrans, c'est un peu comme une table. Je sais travailler là-dessus. Quand j'étais petit, quand on était petit, on a tous travaillé là-dessus. Sauf que quand on était à la maison, on faisait nos exercices de maths sur la table de la salle à manger. On avait le bouquin avec les exos, le bouquin avec le cours, les notes qu'on avait prises et la copie double sur laquelle on préparait les exercices. Et faire ça là-dessus ou sur une tablette de train ou autre, moi je trouve ça plus contraignant et je trouve qu'il y a à peu près la même analogie avec les écrans en fait. Qui travaille avec deux écrans ici? Ok. Qui travaille avec trois écrans? Faut qu'on discute. Non, mais encore une fois, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même manière de travailler. Et je pense que du coup, les usages sont très différents suivant les personnes et les activités. Donc, à propos des usages, moi, j'ai identifié trois catégories. Là, je viens essentiellement de parler de cet usage-là. Donc, on a une personne qui a deux écrans. Très souvent un laptop avec un moniteur externe qui a été raccordé. Donc ça, c'est finalement un cas de figure très classique et très intéressant, qui nous permet finalement, quand on développe des applications web, de penser à des nouveaux usages. Moi, un des trucs que j'ai implémenté ou testé chez un client, c'est une interface de recherche, et donc sur des produits. Sur un écran, on réglait une espèce de SQL un peu user-friendly, et donc on crée des contraintes, je veux que les produits soient de telle manière, etc. Et sur l'autre écran, on avait une prévisualisation des résultats. Ça, si on devait le faire sur un seul petit écran, ça aurait été assez compliqué, et j'ai pas l'impression qu'on ait créé de distraction. Il y a plein d'autres exemples sur des applis web qui peuvent fonctionner avec ça. On peut penser à des IDE en ligne, que ce soit des IDE en ligne qui proposent l'édition de code avec le rendu en live, etc. On peut penser à des CMS aussi. Moi, j'aimerais bien voir plus d'usages et plus d'idées, donc c'est aussi pour ça que je partage avec vous. Et puis, j'avais aussi développé une petite expérimentation pour ceux qui se souviennent de Parlaise, donc le site sur lequel il y avait les vidéos de Devox Belgique et autres avant. Moi, j'avais fait une petite démo parce que je voulais avoir les slides sur un écran et la vidéo du présentateur sur un autre écran. Je trouvais ça dommage de tout ratatiner et c'est vrai que c'est une idée parmi tant d'autres à creuser. Le deuxième usage, et ça on y pense très rarement, c'est quand on a deux personnes et chacun un écran. Alors moi, quand je suis chez le médecin et j'aimerais bien, pendant qu'il me parle, qu'il m'affiche, finalement, il est son laptop, il y a un écran qui soit tourné vers moi et qui m'affiche mon ordonnance qu'il est en train de taper. Bon. Par contre, ça m'a frappé récemment. Récemment. Il y a quelques années, je suis allé dans une agence immobilière et le mec me dit j'ai exactement ce qu'il vous faut, monsieur. Et là, le gars me tourne son écran. Ok.
il y avait, comme beaucoup d'interfaces de gestion, des formulaires dans tous les sens, des listes déroulantes, des machins. Il me fait si, regardez, là, il y a la photo de votre appartement en tout petit. Merci, monsieur. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce monsieur, il achète un écran supplémentaire, ça coûte 80 balles, et puis qu'il ait un écran qui me fasse face, enfin en face de moi, quoi, et qui, de temps en temps, il clique sur un appart, pareil pour une agence de voyage, hein. Et moi, j'ai des photos en plein écran, quoi, un truc un peu sympa, et pas son interface de gestion que j'aime pas trop. Le dernier type d'usage, c'est celui qu'on est en train de vivre actuellement. Je suis en train de me demander si je ressemble au Lego, mais bref. Du coup, l'idée, c'est 2 écrans, encore une fois. Alors, techniquement, je triche, j'en ai 2, mais on va dire celui-là et celui-là, avec un professeur, on va dire, et des élèves. Donc moi, c'est un usage que j'ai énormément expérimenté quand je donnais des cours. Et je suis même allé plus loin, au-delà des 2 écrans qui discutent ensemble, qui me permettent, moi, d'avoir des quiz, des anti-sèches, etc., et les étudiants d'avoir uniquement ce qui est intéressant. Je suis carrément allé jusqu'à synchroniser leur machine avec la mienne. Donc là, ça me permettait de faire « ça va, tout va bien », j'appuyais sur un bouton et on avait un quiz sur leurs écrans à eux. La question là, eux, ils cliquaient sur les réponses. C'était comme qui veut gagner des millions, mais pour eux, c'était beaucoup plus stressant. Du coup, j'aimerais passer aux techniques. En fait, il y a plein de techniques, plein de hacks et d'API qui existent pour faire dialoguer 2 écrans, en tout cas, on va dire 2 fenêtres de navigateur. Et il y a 2 questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'on a un seul ou plusieurs appareils? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a un serveur ou est-ce qu'on n'a pas de serveur? Donc, avec un serveur, finalement, c'est facile, entre guillemets. Entre 2 appareils ou entre un seul appareil, on a un serveur, on connecte les 2 pages web avec des WebSockets, par exemple, et on peut faire un relais entre les 2 machines. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de maintenir un serveur juste pour envoyer des messages? C'est un peu, en tout cas, sur un seul appareil, c'est pas très logique. Sur plusieurs appareils sans serveur, il y a des techniques. J'en ai parlé, pour ceux qui n'étaient pas à mon autre présentation tout à l'heure. Ouais, ça pique un peu, hein. C'est possible, mais c'est compliqué. Par contre, il y a très peu de gens qui parlent du fait de faire dialoguer 2 écrans, donc 2 fenêtres de navigateur sur la même machine, donc un laptop et un écran supplémentaire, sans serveur. Et ça, c'est possible avec différentes techniques. Pour ça, je vais vous montrer comment je les ai utilisés sur, on va dire, un projet, mais en fait, c'est plusieurs itérations du même genre d'outils sur lequel j'ai travaillé. C'est pour afficher des présentations. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à donner des cours, j'ai participé à un projet open source. Après, j'ai fait une nouvelle version moi-même. Et là, dans ma nouvelle boîte, on a démarré d'autres idées. Mais donc, le principal, c'est d'avoir les 2 écrans en mode bureau étendu. Donc, un classique, on le règle. Et dans les 2, on a des fenêtres de navigateur qu'on a été positionnées. On a la vue présentateur d'un côté, les slides de l'autre. Donc là, c'est ce que vous voyez, alors que moi, j'ai des anti-sèches. Et donc, je vois actuellement le slide courant, le slide suivant, mes notes, l'heure, etc. Alors que vous ne voyez que ce qui est important. Donc, comme j'ai qu'un seul écran à vous afficher, on va résumer un peu ce problème, à savoir de faire dialoguer 2 fenêtres de navigateur. On va le faire dans un seul écran, si vous m'accordez cette petite simplicité. Mais le problème est le même, en fait. Donc la première démo que je voudrais voir avec vous, c'est le window.open. Technique bien connue des sites avec des gens tout nus et des sites avec des films gratuits. En gros, cette technique, il faut une page web, et on démarre toujours avec une seule page web sur cette technique. On va faire window.open. On va avoir une pop-up qui s'ouvre, et ensuite, on va pouvoir utiliser post-message entre les 2. Donc, comment ça marche? En gros, ici, j'ai une page web. Je vais cliquer sur pop-up message, ça ne fait rien. Donc, ce qui va être intéressant, c'est dans le listener de pop-up message, de faire window.open. Donc, window.open, ça prend 3 paramètres.
Le premier, c'est la page web que j'essaye d'ouvrir. J'ai du mal à taper, je suis haut. Voilà. Le deuxième, c'est le nom de la page. Alors là, on met un peu ce qu'on veut, on va voir. Et le troisième, c'est les features. Alors en fait, là, si je clique, ça ouvre un nouvel onglet. Mais window.open, c'est pas le truc des pop-up? Si. Parce qu'en fait, dans les features, on va pouvoir mettre resizable. Ah yes, ok. J'ai un rechargement automatique normalement, ouais. Donc là, si je clique, ça va bien m'ouvrir une nouvelle pop-up. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est pas mal avec ce truc-là, c'est que bon, on va pouvoir fournir pas mal d'autres features. Le problème, c'est que c'est une vieille API. Du coup, il faut... c'est des clés valeurs séparées par des virgules. Donc moi, je triche un peu. Je fais un peu de magie, voilà. Et en fait, là-dessus, on va pouvoir finalement dire, bah, tu as telle dimension. Donc, hop. Là, je vais les mettre en 4 tiers, par exemple. OK. Donc là, j'ai bien une fenêtre qui s'ouvre en 4 tiers. Je vais pouvoir spécifier la position top et left. D'ailleurs, on va le faire. Check. Check. Voilà. Je réessaye. Non. J'enregistre. Je réessaye. Elle est où? Ah oui. Merci. Je ne sais pas qui c'est, mais merci. Hop. J'enregistre. OK, donc là, j'ai bien placé la fenêtre où je voulais. Alors, je vous ai préparé des petits comment ça s'appelle, range, qui vont me permettre en fait de modifier cette fenêtre. Par contre, pour la modifier, il me faut un objet, une sorte de... Je triche un petit peu, désolé, mais ça va plus vite. Il me faut une référence sur cette fenêtre. En fait, window.open, ça renvoie un objet qui est une référence vers cette fenêtre. Et donc, maintenant, quand je fais la pop-up, non, on peut le faire. J'ai toujours des petits soucis de rechargement. J'essaie une dernière fois. WinRef, resizable. OK. Non, toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe. On va passer à la suite. La virgule dans le tableau. Non, normalement, c'est pas ça. C'est bizarre. Je vais résumer un peu ce que j'essaye de montrer. En fait, la pop-up, on peut la déplacer. Par contre, si je suis, et on va tester sur un autre Chrome, mais il n'y a pas de raison que ça... Ouais, voilà. Donc ici, le gros problème, en fait, c'est que le positionnement de cette fenêtre est hyper anecdotique. Là, je viens de lancer un Chrome qui a une densité de pixels différente, pour ceux qui ont des Mac, des Linux avec des densités différentes. Donc là, vous voyez, le Chrome, les onglets ne sont pas de la même taille que celui-là. Ça fausse complètement le placement et on arrive à des comportements, je vous laisse admirer à quel point c'est bizarre, qui, là, je déplace la fenêtre et elle se redimensionne quand même. Et ça, en fait, c'est le premier truc à retenir de cette présentation, c'est que le web multi-écran, c'est possible, mais pour tout ce qui est placement de fenêtres, ça va être très compliqué. Avec X et Y, vous n'allez pas pouvoir vous-même dire « je veux placer cette fenêtre sur le deuxième écran ». Il n'y a pas d'API pour ça. Il y a des bidouilles avec Firefox, mais ça clignote, ça ne marche pas bien. Et sous Chrome, il y a un ticket ouvert, mais ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un peu problématique. Par contre, une fois que j'ai ouvert cette pop-up, ce que je vais pouvoir faire avec cette référence, c'est envoyer des messages. Donc là, quand on clique sur Previews et Next, je viens de prendre la référence de la fenêtre et je fais un post-message. Et donc là, je peux envoyer n'importe quel objet. Donc là, j'ai décidé d'envoyer une action Previews, c'est un peu mon protocole à moi dans mon logiciel de slide. Et je vais pouvoir lui envoyer des messages. Donc maintenant, de l'autre côté, il va falloir récupérer ces messages. Donc là, moi j'utilise un framework qui s'appelle Bespoke.js.
Et en fait, sur Bespoke.js, il suffit d'appeler des méthodes. Donc, pour détecter les messages qui sont envoyés, on va faire window.addEventListener message. Et en fait, je vais récupérer les données sur event.data. Donc en fait, ensuite, il va me suffire de coder un petit peu, de dire event.data, c'était l'objet qu'on avait juste ici. Donc sur l'objet, j'ai une propriété action. Et suivant si c'est previous ou next, on va passer au slide suivant. Donc là, normalement, ou pas, il y a vraiment un souci avec cette version-là, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc là, je suis en train d'envoyer des messages entre deux fenêtres. Je suis en train de les faire communiquer. Je vais arrêter la démo là. En fait, il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients avec cette technique. Je ne l'ai pas bien abordé, mais on va pouvoir contrôler une page web qui a été ouverte sur une origine différente. Ça, c'est assez puissant. Ça veut dire que moi, dans mon cas, je peux, depuis on va dire un outil de slide, genre outildslide.com, ouvrir des slides qui sont sur GitHub Pages ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment cool. Il y a un support qui est vraiment top, IE8 et compagnie. La sérialisation de l'objet que j'ai à transformer, elle est automatique. Par contre, je suis obligé d'ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre à chaque fois. Et le lien, en fait, entre les deux pages, il n'est pas hyper fiable. Moi, c'est une technique que j'ai utilisée au début pour faire des outils de présentation. Donc ça, avant, c'était un window.open. Et parfois, je perdais la liaison quand je rechargeais les slides là ou alors la page qu'il y avait là. Donc je vous conseille de faire attention. C'est utilisé par Reveal.js et par d'autres. Et c'est vrai que parfois, en faisant des rechargements, c'est un peu compliqué. La deuxième technique que je vais vous montrer, c'est le storage event. OK, mais c'est quoi le rapport? En fait, storage event, c'est lié au local storage. Donc ici, ça va fonctionner avec deux pages web qui sont déjà ouvertes. Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un set item dans la première page. On va mettre une valeur dans local storage. Et ensuite, en fait, la deuxième page va pouvoir écouter un événement storage event et récupérer le message entre guillemets. Donc en fait, c'est un gros hack, hein, faut pas se leurrer. C'est une manière de détourner ce système de stockage et de dire je vais faire dialoguer deux fenêtres. Donc là, ça pique un peu plus. Pareil, on va. Le gros problème qu'on va avoir en fait, c'est que si je fais un set item de. Je vais revenir en arrière, c'est plus simple. Si je fais un local storage.setItem, je mets par exemple la dernière action. Ici, je mets une action qui est previous. Et ici, je mets une action qui est next. OK. De l'autre côté, j'ai juste à écouter les storage events. Donc, add event listener, storage event, OK. Et donc là, en fait, si je regarde sur l'event, j'ai la clé qui a été modifiée, donc last action, j'ai la new value et la old value. Et donc là, le gros problème qu'on va avoir, en fait, c'est que si je fais ça, je vais essayer de le coder rapidement, si event.newvalue, non, là j'ai posté directement la chaîne de caractères. Si c'est égal à previous, alors je vais faire mon slide.prev. Si c'est égal à next, je vais faire mon slide.next. OK, donc là, normalement, j'ouvre mon onglet. Donc en fait, s'il était déjà ouvert, ça marcherait quand même. Et ça, c'est vraiment cool, c'est que je vais pouvoir discuter entre les deux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, une fois que j'ai mis à jour le local storage avec last action à previous, si j'appuie une deuxième fois, ça ne change rien. Et il n'y a pas de nouvel événement. Et c'est là où je dis que c'est un bon gros hack, c'est que la solution, ça va être de mettre un item qui contient un timestamp. Et ouais, j'ai dit que ça piquait. Hein.
Et en plus, comme on ne peut pas mettre d'objet, on est obligé de le sérialiser. Donc ça, c'est quand même... Enfin, laissez tomber le boilerplate qu'il faut mettre. Par contre, je vais quand même pouvoir discuter entre les deux pages. Donc des deux côtés, j'écoute des storage events, ici et là. Et des deux côtés, je poste des messages. Ce qui fait que là, normalement... Ok, ça marche pas, si. J'ai aucune démo qui marche, c'est n'importe quoi ça. Ah oui, j'ai sérialisé l'objet, maintenant il faut faire un peu de boulot, il faut le désérialiser. Et donc ici, je récupère bien, est-ce que la clé c'est last action qui a bougé? Si ça a bougé, je parse. Enfin, je vous laisse imaginer le code qu'il faut taper, c'est un peu la cata. Donc là, ça marche bien, et en plus, j'ai la page web qui recommunique à celle du haut, à quel slide on en est. Donc si je mets le focus en bas et que je fais gauche-droite, vous voyez qu'elle communique avec la page du haut. Donc là, ça va marcher que sur la même origine, et heureusement. Parce que le local storage, c'est uniquement partagé à toutes les pages web qui sont sur la même origine. Il y a un super support. Donc sur IE8 aussi, on va pouvoir utiliser ça. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus génial avec cette technique. Ça marche avec des onglets existants. Alors, je ne sais pas si ça vous donne des idées, mais même si demain, vous ne faites pas d'application multi-écran, souvenez-vous de cette technique et dites-vous que quand quelqu'un qui a ouvert 17 onglets sur votre web app fait logout, est-ce que vous n'auriez pas envie d'envoyer un message à tous les onglets pour leur dire « Eh les gars, il s'est délogué, peut-être qu'on va tous se rediriger sur la page d'accueil ou autre et on va arrêter d'afficher des informations sensibles. » Et la même chose dans l'autre sens, finalement, quand on se connecte sur un site, qu'on a 17 onglets ouverts, ça va devenir intéressant en tout cas de faire la même chose pour la connexion. Au niveau des inconvénients, c'est un bon gros hack, surtout qu'il va falloir mettre des timestamps. La sérialisation, on doit la faire à la main. Et local storage, c'est une API bloquante. Donc ça, c'est vraiment problématique et ça va nous faire perdre du temps. Je ne vais pas faire de démo là-dessus, je vais juste vous montrer le schéma. Il y a une technique qui utilise les shared workers. Donc là, l'idée, c'est vous avez une page web, vous créez un worker, un shared worker. En fait, c'est un thread indépendant de la page web, mais qui est commun à toutes les pages de l'origine. Et donc, si vous le faites sur la première page, vous allez pouvoir créer une espèce de pont de communication, toujours avec des post-messages. Vous devez faire la même chose de l'autre côté, sauf qu'au milieu, c'est un script. Donc il faut taper du code pour écouter les pages qui se connectent, il faut les maintenir, et ensuite, on va pouvoir, quand on reçoit un message, le dispatcher aux autres pages. Mais ça représente énormément de boilerplate, donc c'est un peu compliqué à utiliser. Par contre, l'avantage, c'est toujours un truc qui marche sur la même origine. Il y a une sérialisation qui est automatique. Ça marche encore une fois sur des onglets qui sont déjà ouverts, donc si vous avez plusieurs pages ouvertes. Par contre, le support n'est pas terrible. On parle de Chrome et de Firefox. Et Edge a déjà dit qu'il n'implémenterait pas les shared workers, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, il y a énormément de code intermédiaire à taper. Et donc ça, c'est vraiment pas pratique, quoi. La dernière démo que je voudrais vous montrer, c'est le Broadcast Channel. Donc là, le Broadcast Channel, ça va vraiment être tout simple. Je crée un Broadcast Channel. Mince, c'est pas ça. J'ai juste à faire New Broadcast Channel. Donc là, je lui donne un nom. Et après, en fait, j'envoie des messages en faisant post-message sur ce channel, ici. Et de l'autre côté, j'ai plus qu'à créer le même Broadcast Channel et à écouter les messages. Et en fait, si je passe sur les slides, c'est un peu comme des pots de yaourt. Ça vous parle ou pas? J'ai un pot de yaourt d'un côté, j'ai un pot de yaourt de l'autre. Une fois que j'ai créé les deux, ils sont reliés. Et je vais pouvoir envoyer des messages entre les deux, quoi. Ça, c'est vraiment super cool. Et comme je lui donne un nom, je vais pouvoir en créer plusieurs dans la même page. Je vais pouvoir discuter entre tout ça. Et si j'ai une troisième page,
Tout le monde va discuter ensemble. Et donc ça, c'est des techniques que je trouve vraiment pratiques. Et c'est ce que j'utilise sur mes outils de slide. En fait, ce que vous voyez là, on a un broadcast channel qui est créé dans les 2 pages, et chaque composant, partie de la page, communique sur cette espèce de bus d'événements et va permettre de synchroniser un peu tout ça, d'avoir les notes qui sont synchro avec les slides, etc. Alors j'espère que cette présentation vous a donné des idées, que ce soit pour faire du multi-écran ou même juste pour faire communiquer différents onglets. Et j'espère que ça vous a donné quelques techniques. J'ai passé une technique, parce que 30 minutes c'est un peu short, mais n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, on est en avril 2017, ça va faire 9 ans que The Dark Knight est sorti. Moi je suis un peu embêté parce que finalement, le problème c'est qu'on s'est méchamment rapproché de l'aspect flippant de cette scène, la surveillance de masse obscène, alors qu'on aurait dû se concentrer sur l'aspect intéressant, les usages multi-écrans. Je vous remercie beaucoup.